Epstein, les secrets de la filière française. C'est votre livre aux éditions du Nouveau Monde. Vous avez enquêté sur la filière française, donc de ce réseau de pédocriminalité qui s'étend dans le monde entier. Et vous vous êtes plongé notamment sur le cas d'un homme qui s'appelle Jean-Luc Brunel, qui est mort suicidé en prison, lui encore, pareil que M. Epstein. On fait le récit de Félix Perrola pour bien rappeler à notre public le dossier. Et je vous passe la parole sur cette filière française. Rue très chic du 16e arrondissement de Paris, que Jeffrey Epstein possédait un appartement. Sur place, le financier s'était doté d'un large carnet d'adresses. Dans les dossiers rendus publics, plusieurs noms de Français sont cités. L'un d'eux est Jean-Luc Brunel, ancien directeur d'une agence de mannequinat qu'il utilisait pour avoir des jeunes filles et les présenter aux milliardaires américains. Sur une photo rendue publique, il apparaît aux côtés de Ghislaine Maxwell, femme américaine très proche de Jeffrey Epstein, condamnée pour avoir recruté des filles mineures. À la suite de sa condamnation pour agression sexuelle sur mineurs, Jean-Luc Brunel a été retrouvé pendu dans sa cellule en 2022. Un autre Français plus connu du grand public est soupçonné d'être impliqué dans l'affaire. Il s'agit de Jack Lang. Il a rencontré le milliardaire à plusieurs reprises lors de ses visites à Paris et sa fille est même inscrite sur son testament où elle devait recevoir 5 millions d'euros. Depuis ces révélations, l'ancien ministre de la Culture a démissionné de l'Institut du monde arabe. Une enquête a été ouverte, mais la procureure de Paris précise que les personnes susceptibles d'être mises en cause n'ont pas encore été entendues. Frédéric Ploquin, il y a donc une filière française. Paris était une des plaques tournantes pour ce pédocriminel qui est mort. Écoutez, d'abord pour faire la jonction avec le sujet précédent, on parlait d'impunité des casseurs. Là, on est dans l'impunité d'une petite partie de l'élite qui, pendant 30 ou 40 ans, a sévi en tant que prédateur sexuel. C'est aussi une autre forme de la délinquance, sans avoir le moindre souci avec la justice. Et également en bénéficiant d'une forme de couverture de la part du milieu dans lequel ils évoluaient, de couverture, de protection, on va dire, et de fait, du coup, des autorités et de la justice également. Donc, mais on parle de qui, alors? Parce que là, c'est pas clair. De qui on parle? Donc, en réalité, vous avez, là, il y avait une photo de Jean-Luc Brunel avec Ghislaine Maxwell. Ce sont les deux Français. Il y en a une, c'est la compagne, c'est l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein. Elle n'est pas juste américaine, elle est franco-américaine. C'était son bras droit de Jeffrey Epstein et son principal complice. Et de l'autre côté, on a Jean-Luc Brunel, qui est lui aussi un ressortissant français, qui est devenu, au fil des ans, l'un de ses principaux fournisseurs en jeunes filles, en chair fraîche, entre guillemets. Il était grand consommateur, Jeffrey Epstein. Donc tout ça commence à Paris. Tout ça démarre à Paris il y a 40 ans. En réalité, Jean-Luc Brunel, c'est quelqu'un qui est dans le mannequinat depuis... Oui, dans le milieu de la mode, c'est ça. C'est un Français il a grandi à Paris. Il se présente comme un découvreur de talent, il aborde les jeunes filles dans la rue, vous êtes très belle, on va faire des photos avec tel grand photographe, c'est ça. Autant Jeffrey Epstein, lui, il est né plutôt dans une famille modeste, avec une maman assistante maternelle et un papa jardinier. Autant Jean-Luc Brunel, son bras droit français, lui, il est né dans une famille bourgeoise. Père notaire, il aurait pu devenir notaire lui-même. Et en fait, il est devenu un peu le mouton noir, le saltimbanque de sa famille. À la fin des années 70, on le voit partir à Ibiza, bras dessus, bras dessous, avec une mannequin scandinave. Donc, il est très jeune, mais il est déjà sur cette ligne. Il va ouvrir un bar à Ibiza, il y a la cocaïne qui circule, mais de là à un réseau de pédocriminalité, il revient ensuite à Paris. Évidemment qu'il y a il revient à Paris et là on lui confie les rênes d'une société de mannequinat. Et là, il s'aperçoit en fait qu'il va pouvoir assouvir ses propres besoins sexuels à travers de cette agence de mannequins. Et qu'il va... en fait, son truc, c'est simple. Il est le roi de son monde. Il découvre les plus belles femmes qui vont faire la une des magazines. Mais il y en a un certain nombre à qui, en gros, sa technique, c'est de dire, en gros... Pour réussir, il faut coucher. Donc c'est un truc assez basique, assez simple. Il les alpague lors des fameux tests photos, vous savez, c'est la scène de crime un peu des patrons d'agence de mannequins. C'est-à-dire que vous amenez dans un endroit fermé, clos, la jeune fille qui, elle, ne rêve que d'une chose, c'est de s'épanouir à Paris, qui vient souvent de l'étranger, sans moyens, sans argent en poche, sans famille, qui est larguée à Paris. Et là, elle se retrouve nue, dénudée dans un studio photo, prise en photo par un homme qui n'a qu'une seule envie, c'est de lui sauter dessus.
Et alors, il a une façon de travailler qui a été mise à jour dès la fin des années 90. C'est pour ça que je parle d'impunité, par un documentaire notamment américain où témoignaient des jeunes filles masquées. En gros, sa technique, c'était de mettre une petite pilule dans le verre de celle qui... la soumission chimique. Hein, voilà, la soumission chimique, ça s'appelle, et puis de la raccompagner ensuite, de la faire monter dans sa voiture, de l'accompagner chez lui, de faire son affaire, et après... En fait, c'était systématiquement la même attitude. Il comptait sur la honte et la culpabilité de ces jeunes filles qui se disaient mais comment est-ce que je me suis fait avoir à ce point-là ? Comment est-ce que j'ai pu tomber dans le panneau ? Je suis arrivé là à Paris, j'ai rêvé d'un conte de fées et je suis tombé dans la maison de l'horreur. Et donc, il misait là-dessus. Ces jeunes filles ensuite repartaient chez elles, loin, souvent, dans des pays étrangers, notamment dans les ex-pays du bloc soviétique, essayaient d'oublier, n'en parlaient pas à leurs propres parents. Vivaient une espèce de honte doublée de culpabilité qui a mis 20 ou 30 ans à ressortir. Frédéric Ploquin, vous expliquez aussi qu'il y a des phénomènes troublants, c'est que M. Epstein se suicidait en prison, M. Brunel se suicide en prison. A priori, dans ce que vous racontez, il ne donnait pas des signes, en tout cas dans les derniers jours, de vouloir mettre fin. On aurait voulu faire taire ces gens-là, pour ne pas avoir toutes les révélations. Concernant la mort de Jeffrey Epstein, on n'a pas d'éléments, on a beaucoup de questionnements. Il est mort dans une prison à New York. Il y a énormément de choses qui surprennent les observateurs américains. Oui, notamment caméra qui ne fonctionne pas, etc. Bon, donc, pourquoi pas, disons que Jeffrey Epstein, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à compromettre ses amis. C'est vraiment l'art de la compromission. En fait, il avait trois visages, je dis rapidement. Jeffrey Epstein, il était à la fois un délinquant sexuel affirmé, en même temps un escroc, un délinquant financier, puisqu'en fait, il a constitué sa fortune dans l'illégalité. Et troisièmement, il y avait un troisième visage, qui c'est celui d'homme d'influence, on va dire, qui essayait de tenir un certain nombre de personnes. De faire chanter probablement sur un système de compromission. Donc lui, il est mort en prison. Et pareil pour Brunel. Ensuite, 2 ans plus tard, Jean-Luc Brunel, lui, la justice française s'est sentie à un moment donné contrainte, obligée d'ouvrir une enquête. Donc elle ouvre une enquête sur Jean-Luc Brunel et sur ce qui s'est passé à Paris et sur cet appartement du 22 avenue Foch qu'on a vu en image tout à l'heure. Et là, à un moment donné, Jean-Luc Brunel veut s'enfuir. C'est la veille du réveillon. Et il est arrêté à l'aéroport de Roissy alors qu'il part pour Dakar, soi-disant réveillonné, soi-disant il comptait revenir, mais en fait, il n'avait pas de billet de retour. Donc il se retrouve au quartier VIP de la Santé. Il passe son temps à nier, il est dans le déni total, comme la plupart de ces prédateurs sexuels qui ont grandi dans l'impunité. Pour eux, rendre des comptes, ça n'existe pas. Et donc, il passe son temps à dire « Non, moi, non, je ne la connais pas, qu'est-ce qu'elle raconte, je ne l'ai jamais vue, etc. » Mais ses avocats, régulièrement en prison, lui amènent de nouveaux éléments, parce que la justice française a lancé un appel à témoins. Il y a des jeunes femmes qui sont sorties, 1, 2, 3, 10, 20, 30, qui racontent à peu près la même chose. Soit elles ont été abusées par Jeffrey Epstein, soit par Jean-Luc Brunel. Et là, lui, acculé, à un moment donné, il se scarifie, et ensuite, il va se pendre, lui aussi. Alors, je dis, là, pour le coup, j'ai analysé, je rends public là, tous les documents concernant les constatations qui ont pu être faites lors de ce suicide. Moi, je dis, il s'est vraiment suicidé, mais pour moi, c'est un suicide par ricochet. C'est-à-dire que, en fait, c'est la mort de son boss, la mort de son patron qui fait qu'il est perdu. Et je pense que si Jeffrey Epstein n'était pas mort, dans les conditions qu'on ignore encore, lui-même serait peut-être encore vivant, aurait donc peut-être pu rendre des comptes lors d'un procès. Et surtout, ce procès dont il a privé les victimes, c'est l'ultime pied de nez aux victimes. L'ultime outrage aux victimes. Au procès. Vous n'aurez même pas le droit de me regarder dans les yeux, vous n'aurez même pas le droit de me... Donc là, voilà, c'est quelque chose... Une question de Geoffroy Lejeune à Frédéric Ploquin. Vous avez dit au début de votre explication qu'ils avaient bénéficié, les criminels de ce réseau en France, avaient bénéficié d'une forme de couverture de leur milieu, on imagine très facilement, mais aussi de la justice. Là, pour le coup, ça m'a plus surpris. Et après, vous avez dit, la justice s'est sentie obligée d'ouvrir une enquête. Exactement. Comment est-ce que c'est possible ? Disons que moi, ce qui me trouble, c'est un peu... le monde de la mode, pour moi, à Paris, c'est la Fashion Week, Paris, capitale de la mode, n'a pas voulu scier la branche sur laquelle il était assis, ce monde-là. Et donc, personne n'a bougé, tout le monde savait. Je veux dire, Jean-Luc Brunel, il se pavanait dans les boîtes de nuit parisiennes, entouré de 15 jeunes mannequins tous les soirs, avec de la cocaïne sur la table, etc. C'est aussi ce qu'ils ont fait de cette liberté des années 80 sur laquelle j'insiste un peu dans ce livre. C'est-à-dire que
tout ça, ils se sont épanouis, ils se sont organisés dans ces années 80 où il y avait une espèce de l'air de liberté qui flottait. Et pour eux, ça allait jusqu'à la liberté d'abuser des femmes. Donc là, je crois que le monde de la mode donc, les a couverts. Donc personne n'a dit il faut aller alerter, il faut aller soulever la justice. Personne ne l'a dit. Et même quand il y a eu des bruits qui sont sortis, personne n'a bougé un cheveu, un doigt. Et donc à partir de là, effectivement, il s'est senti totalement impuni et ça a continué. Et la justice a enquêté. Paul Amar, une question. Donc cet immense réseau que vous décrivez si bien était tenu par 3 personnes. Epstein, moi je le dis à l'américaine. Hein. Okay, Epstein, Jeffrey. Oui, Jeffrey qui s'est suicidé. Jean-Luc Brunel qui s'est suicidé. Et Ghislaine Maxwell. Exactement. Est-ce qu'elle a peur de se suicider? Alors Ghislaine Maxwell, Elle est en détention. donc qui a vécu pratiquement 40 ans aux côtés de Jeffrey Epstein. Elle sait absolument tout de lui, tout, puisqu'elle est sa principale complice. Elle est actuellement, elle aurait pu être en cavale en France. Elle était en France peu avant, puis elle a finalement été arrêtée aux États-Unis. Elle est en prison aux États-Unis. De ce que l'on sait, elle est plutôt bien traitée, relativement choyée et pas spécialement bousculée. Il est évident que l'administration au pouvoir actuellement aux États-Unis n'a pas forcément envie que les choses sortent. Je rappelle quand même que Jeffrey Epstein avait un manoir à 2 pas de celui de Donald Trump en Floride. Mais on dit qu'elle monnaierait ses déclarations contre des remises de peine. Voilà ce qui serait pour l'instant, elle ne menace pas de se suicider, mais il pourrait y avoir une remise de peine. Et moi, évidemment, comme elle est française également, je rêverais effectivement de pouvoir dire, bon, maintenant... Et de l'interroger. Vous nous dites tout. Bah, oui. Rachel, peut-être il nous reste 1 minute 58. Une question à Frédéric Vous qui Fauquet. avez travaillé justement sur l'affaire Epstein, comment vous avez pris les ricanements de Jean-Luc Mélenchon par rapport à la prononciation de ce nom? Je ne sais pas, il y a des blagues ridicules. Hein. Voilà. Parce que là, ça relève de la barbarie. Moi, j'ai pas. C'est très simple. Ma manière de prononcer ce nom. Je veux dire, quand je parle à ma boulangère ou à la personne chez qui j'achète mes volailles, du livre que je suis en train de faire, parce que ça m'arrive, je suis assez dans le dialogue. Si je dis à ma boulangère, je suis en train de faire un livre sur Jeffrey Epstein, elle va me dire... De qui vous parlez? Sur quoi tu fais un livre? Non, mais là... Sur quoi vous faites un livre? Et donc moi, effectivement... On parle d'autre chose, on parle d'antisémitisme. Oui, j'ai bien compris, c'est pour ça que j'en viens là. Parce que les faits sont assez graves, c'est un réseau de barbares. Et là, qu'on ait une personnalité politique qui ricane de je pense qu'il n'a pas, Jean-Luc Mélenchon, ce jour-là, n'a pas pris la mesure du dossier, il n'a pas compris que derrière il y avait des victimes, ou du moins il les a oubliées. Et donc, d'une certaine manière, en se moquant de cette histoire de prononciation, il a encore piétiner la mémoire des victimes. Vous avez raison. Voilà, clairement.